Alors, bon matin à chacun et à chacune. Ce matin, on veut vous parler du projet de loi 95 qui a été déposé par la ministre de la Famille, qui est sorti de l'article par article hier soir. Et donc, nous devrons nous prononcer sur l'adoption finale du projet de loi. Ce projet de loi-là vient, entre autres, au niveau du développement des places en service de garde, mettre fin, ni plus ni moins, à une façon de développer des places qui fait en sorte que les institutions et les entreprises peuvent investir pour développer des places en service de garde, peuvent y envoyer les enfants de leurs employés, et ça permet au gouvernement de développer davantage de places. Ce que la ministre, finalement, après un certain flottement, la ministre, après le Conseil des ministres, a confirmé qu'elle allait avoir une clause grand-père, puis que 50 des places développées pour l'avenir devront aller à la population en général. Ce que ça va faire de façon bien tangible, c'est que ça va diminuer les initiatives d'institutions et d'entreprises qui viendraient ainsi diminuer le nombre d'enfants sur la liste d'attente en développant autant de places. Un gouvernement, donc, qui, sous le couvert d'assurer une meilleure équité dans l'octroi des places, vient limiter la capacité de développer ces fameuses places-là. Je vous rappelle, avant de céder la parole à Jennifer, qu'au moment où on se parle, François Legault avait promis en 2018, il y a presque 7 ans, d'abolir la liste, d'éliminer la liste d'attente. Mais aujourd'hui, c'est 65 000 enfants, toujours, qui sont sur la liste d'attente pour une place en service de garde. Jennifer? Dans le fond, juste pour ajouter à ce que Marc a dit, c'est les Québécois qui vont en payer suite à l'adoption de ce projet de loi, parce que c'est un frein pour le développement des places. C'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est un modèle qui fonctionne. On est en train de mettre un frein à tout ça. On va mettre le fin de ce type de régime. Puis c'est inconcevable parce que ce projet de loi a été là pour mettre une équité dans le réseau. Ça ne va pas créer une équité. Quand on parle de limiter l'accès pour nos infirmières, pour nos médecins, pour nos préposés aux bénéficiaires, dans tout le développement des places dans les futurs hôpitaux, dans les services sociaux, c'est les Québécois qui vont payer. Quand on parle de mettre un frein à l'accès pour nos parents étudiants dans le réseau universitaire, c'est les Québécois qui vont payer. Alors, je comprends aucunement pourquoi le gouvernement poursuit avec cet article, avec ce projet de loi qui est inattendu, pas demandé par aucun partenaire sur le réseau. Il n'y avait pas de consultation. Alors, encore une fois, c'est les Québécois qui vont payer le frais de ce mauvais projet de loi. Vous représentez le centre-ville de Montréal. Oui. Qu'est-ce que vous dites à une famille, par exemple, qui vit au centre-ville, qui a un revenu pas très élevé, puis qui n'arrive pas à avoir une place parce que c'est les enfants de... je sais pas, là, les médecins du CHUM ou d'un autre entrepreneur du palais de justice, peu importe, puis qui trouvent ça injuste considérant la mission sociale des CPE, parce que c'est ça l'argumentaire de la ministre Roy. Oui, mais c'est le gouvernement qui doit développer les places. C'est pas en pénalisant les entreprises qui souhaitent faire le recrutement, la rétention et offrir des places à des familles. On est en train de déplacer le problème. Peu importe, ces parents ont besoin d'une place. Que je vis au centre-ville, que je vis à Brassard, puis je viens au centre-ville pour travailler, ça change pas. J'ai besoin d'une place. Là, j'ai trouvé une place au centre-ville. Et pour les parents qui sont en centre-ville, c'est toujours plus compliqué d'en faire le développement. Pourquoi? Parce que le prix pour le pied carré tellement élevé, c'est les entreprises qui paient pour ça. 4,3 millions, 4,5 millions, ils paient les déficits, ils paient aussi le coût de loyer. Franchement, ils sont là pour aider le gouvernement pour le développement de places. On est en train de déplacer le problème. Ce qu'ils devront faire, c'est le développement de places tout craché. Avez-vous des exemples d'entreprises, d'organismes qui se disent aujourd'hui, ben moi j'avais un projet, puis là, ça se fera pas? Non, parce... Ça va freiner, là. Oui, mais la Fédération de chambres de commerce du Québec, eux, la lettre est publique. C'était déposé pour que les membres de la commission en prennent lecture. Eux, ils ont dit que ça va mettre un frein important pour tous les futurs projets. Mais dans le clause grand-père que le ministre a déposé hier, tous les projets qui sont déjà signés en entente à partir du 26 mai, mais ça va être respecté. Alors, pour tout ce qui va aller vers le futur, qui ont déjà été acceptés, on garde ça. Mais c'est tous les projets futurs qui sont en péril. On a un hôpital à Vaudreuil qui est en pleine construction. Quand ce sera prêt, ça veut dire que les infirmières qui souhaitent emmener leurs enfants en service de garde, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir ces professionnels dans le réseau de santé, mais non, on n'a pas de place pour vous parce qu'on a déjà rendu la cap de 50 de priorisation.
c'est insensé. Je comprends pas pourquoi on y va par là. Le vrai problème, c'est la création de places. Le gouvernement avait dit qu'on va terminer la création du réseau en mars de cette année. C'est une promesse rompue. François Legault dit, je vais suivre ça personnellement. Je trouve que ça va lentement. Franchement, ils ont eu de l'argent du fédéral pour compléter le réseau, pour faire la conversion. Il n'y a pas d'excuse. Ce projet de loi, ce n'est aucunement la création de places. Ce n'est pas la valorisation de la profession. Ça va aucunement faire du recrutement. C'est de déplacer le problème ailleurs. Monsieur Tanguay. Hier, votre député Fortin a été très clair. Là. Il a dit que ça frisait un manque d'éthique de la part des médecins d'envoyer des lettres à des patients. Là, on a un bras de fer entre le Collège des médecins et la Fédération des omnis. Je ne vous ferai pas tout le détail, vous l'avez vu. Est-ce que vous trouvez ça normal que la Fédération défie le Collège des médecins qui leur demande de cesser cette campagne de peur? Non, je pense qu'il faut respecter évidemment le Collège des médecins, qui est l'ordre professionnel, qui est là évidemment pour s'assurer que tout se fasse dans l'ordre. Je pense qu'il faut faire aussi une distinction sur le message. Les médecins ont le droit d'exprimer leur opinion. C'est la liberté d'expression. Mais dans la façon dont ça a été fait, c'était bien évidemment très, très questionnable. Alors, en ce sens-là, j'entends et j'espère qu'ils vont respecter leur ordre professionnel. Là, ce qui semble, on a remarqué, là, il y a une lettre gabarit. Dans les infolettes, on dit on ne doit pas faire d'action concertée, mais la Fédération invite les membres à les appeler pour avoir la lettre qui peut être envoyée pour dénoncer la situation. Ouais. Alors, écoutez, il ne faut pas faire directement et pas plus indirectement ce qui est une campagne systématique. En ce sens-là, il faut respecter le Collège des médecins. Encore une fois, le message, ils ont le droit de l'exprimer, mais la façon de faire, ça, je pense que c'est hautement questionnable. Hier, vous avez demandé la mise en tutelle de la SAC. Vous avez fait ça juste avant la période des questions en Scrum. On ne vous a pas réentendu de la journée après. Ah oui, pardon, j'ai fait 4 entrevues. J'étais à LCN, j'étais à RDI, j'étais sur les Radio-Canada. Ah, bien, je suis content de vous voir. Après la période des questions, vous n'avez pas challengé là-dessus, M. Legault, ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est encore une bonne idée? Ah, c'est toujours une bonne idée. Ce matin, j'étais avec M. Dumont à la radio pour réitérer le fait à 7h40 que c'est une bonne idée. Alors, je vous le réitère, c'est une bonne idée. Notre point est le suivant. On pose des questions à François Legault puis à Geneviève Guilbeault. On dit, ça clique, ça existe aujourd'hui, là. Ça clique, ça ne marche pas également. Ça clique, c'est des gros problèmes et c'est des coûts qui continuent d'augmenter. Denis Galland, il regarde le passé. Pour aujourd'hui, qu'en est-il des coûts? Le 1,1 milliard estimé en 2027, il est rendu à combien? On ne peut pas à cause de la commission d'enquête. Bien, voyons donc, ils sont responsables de rien, eux autres. J'ai posé il y a plusieurs mois à François Legault la question suivante. À quelle heure ils vont être responsables de SACLIC puis des millions de dollars qu'on est en train de gaspiller au moment où on se parle? Ça va changer quoi, la tutelle? On va plus le savoir, vous pensez? Bien, parce que la ministre, elle ne veut pas le faire. C'est correct, on a compris. On la tasse du dossier. On met une personne qui va être en charge, qui va y voir, qui va faire rapport directement au premier ministre. Qu'est-ce qui se passe à la SAC? On est rendu à combien, par exemple, pour les coûts? Là? Vous pensez que la personne nommée par le gouvernement va être davantage transparente pour communiquer ces informations-là? Elle est en train de me dire qu'il n'y a pas personne à la SAC qui sait combien présentement ça coûte. Je vous dis, il y en a quasiment une tutelle en ce moment. Ils ont envoyé Mme Savoie puis M. Ducharme. Est-ce que, selon vous, le fait d'envoyer quelqu'un en disant que c'est une tutelle, va amener davantage de transparence sur ce qui se passe en ce moment? Deux choses. Mme Savoie, là, n'est pas en train de gérer la SAC avec une tutelle. Elle est présidente du conseil d'administration. Alors, il se rend compte à une fréquence X pour regarder de façon globale ce qui se passe. Elle est présidente du CA. Elle n'a pas le pouvoir d'être PDG. Pardon? Le mandat de redressement, ça Le mandat de redressement. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est sortie publique? Elle a dit, bien, finalement, la VG avait tort, là. Les montants, c'est pas ça, c'est moins que ça. Bravo, le redressement. Je reviens à ma question. En quoi quelqu'un qui est responsable d'une tutelle serait plus transparent que les administrateurs ou les gestionnaires? Parce qu'ils ne sont pas. Parce qu'il n'y a personne de transparent. Parce que le gouvernement n'est pas transparent. Parce que François Legault ne s'intéresse même pas. On est tellement loin d'une rigueur minimale. Quand je questionnais François Legault il y a 2 mois, je disais, M. Legault, c'est rendu combien, là, le 1,1 milliard? On parle d'un excédent de 500 millions. Il disait que je m'étais trompé, il ne savait pas de quel chiffre je parlais. C'est la page 19 du rapport de la VG, désespoir. Alors, on peut-tu avoir quelqu'un, une tutelle, qui s'en va à la SAC? Mais ce serait qui? Ah, bien là, c'est au gouvernement. Demandez-moi pas de nommer quelqu'un, là. C'est pas Mme Savoie, M. Ducharme, qui est quand même des personnages en qui le gouvernement avait confiance pour, justement, essayer de redresser la SAC.
Alors, qui ça peut être? Faut qu'il envoie quelqu'un, une personne ou une équipe. Je ne ferai pas de nomination un matin, c'est au gouvernement à y voir. Nous, on fait cette proposition-là qui fasse débarquer quelqu'un ou une équipe rigoureuse qui vont prendre en charge la SAC. Puis savez-vous ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? C'est quand on a su il y a 48 heures que la SAC, finalement, considérait toujours peut-être pour payer leur gaspillage, aller piger dans le fond des victimes, puis que la ministre, on est jeudi, mardi soir, en fin d'après-midi, disait, bien, ça pourrait être une bonne idée de détourner les fonds pour aller payer des dépenses courantes. Elle a changé d'avis parce qu'on est sorti publiquement en disant non, ça ne peut pas se faire. Elle a changé d'avis le lendemain. Alors, ils courent après l'argent, eux autres aussi. Ça prend quelqu'un qui reprenne le gouvernail. Avec une tutelle, il y a plus de transparence. On n'a aucune rigueur, aucune transparence au moment où on se parle. Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Puis sur votre question? L'administrateur, je pense que c'est la question. Si l'administrateur relèverait de M. Legault... Même question. Bon, l'administrateur... J'essaie juste de... L'administrateur relèverait de M. Legault, mais Mme Guilbeault relève déjà de M. Legault. Là, ça serait du pareil au même. Mais elle relève de quoi, Geneviève Guilbeault? Elle fait rapport de quoi à François Legault? On lui pose des questions, puis elle dit « Ah, commission d'enquête ». Elle se cache derrière la commission d'enquête. Puis François Legault aussi se cache derrière la commission d'enquête. Alors, ça prend... Puis c'est pas Mme Savoie, qui est présidente du CA, qui a un pouvoir très, très limité. Ça prend quelqu'un, une personne ou une équipe, c'est au gouvernement à la nommer puis à trouver la bonne personne, qui débarque, puis c'est fini les folies. C'est fini les folies. Pardon? On change le mandat. Le président du CA. Nous, là, si c'est une véritable tutelle, c'est ce qu'on demande. Il y a des consultations qui commencent aujourd'hui sur le nouveau régime forestier. Oui. Il y a plusieurs informations qui se trouvent dans le mémoire remis au Conseil des ministres qui n'avaient pas été dévoilées par la ministre, notamment que c'est un minimum de 30 de la forêt qui peut être donné à l'industrie. Est-ce que vous est-ce que vous avez fait une tête sur le projet de loi? Puis, on est en train de l'analyser. Il y a beaucoup de critiques par rapport à ce projet de loi-là. Ça prend un équilibre. Les forestières doivent y trouver leur compte, le développement économique des régions, mais également la pérennisation de notre forêt, avoir une véritable vision. Les consultations vont commencer aujourd'hui. On est encore en train de l'analyser. Mais encore une fois, la ministre, rapidement, a été capable de faire la quasi-unanimité contre un de ses projets. Alors, ça, il y aura énormément de questions. Rappelez-vous, François Legault avait promis depuis 2018 de réformer la forêt. Et depuis les feux de forêt, je termine là-dessus, de l'été 2023, c'était rendu urgent. Aujourd'hui, elle dépose quelque chose qui fait la quasi-unanimité contre elle. On va l'analyser, mais on n'est pas impressionné. La ministre Duranceau voudrait augmenter les loyers des personnes qui vivent en logement abordable puis dont la situation financière s'est améliorée. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle sur le principe? Bien, sur le principe d'augmenter les loyers, nous, ce qu'on critiquait la semaine passée quand est sortie publique la nouvelle, à l'effet que des gens qui avaient excédé le seuil pour obtenir de tels logements étaient toujours dans ces logements-là, donc prenaient une place que peut-être quelqu'un de plus vulnérable aurait pu prendre. Nous, on l'a décrié, puis on demandait à la ministre d'y voir. La semaine passée, elle en faisait très peu de cas. Là, on va voir dans le détail ce qu'elle propose, mais c'est sûrement pas, puis je reprends votre question telle que libellée, à la base en augmentant les loyers. Je pense qu'il faut s'assurer que les personnes qui sont vulnérables aient accès à des places, mais c'est important qu'elle y voit. Qui gagne un bon salaire, là, puis qui vit dans un logement abordable, est-ce que ce serait... bien avisé, selon vous, que cette personne-là paye davantage en loyer? Je verrai les détails, mais sur le principe, je pense que l'approche est de dire que les places subventionnées puissent être pour les plus vulnérables. On vous reviendra avec le détail de la solution, mais il faut y voir. Là, il y a un problème. Mon point, là, c'est qu'ils n'ont tellement pas développé de places de logement, c'est qu'il y a des gens qui auraient accès normalement puis qui n'ont pas accès. C'est ça le problème. Sur 89, la loi sur les lock-outs de M. Il va être votée aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous allez voter pour? On va voter pour. Ça, c'est la loi 89 sur... gérer un peu, superviser les services offerts. Oui, on va voter pour. Oui. Êtes-vous en faveur des réformes des règles de lobbyisme, comme le demande le commissaire? Ça fait longtemps qu'il demande ça. On n'est pas fermé à avoir un débat là-dessus. Clairement pas. Vous savez, toute loi doit être de temps à autre revisitée selon l'objet et le sujet. Puis effectivement, nous, on est bien ouverts à ça. Il faudrait voir maintenant ce qu'il propose. Vous allez voter pour? Ouais. Vous allez voter pour 89, mais vous êtes conscient que ça va être contesté devant les tribunaux. Là. Les syndicats, ils ont des doléances, puis pas à peu près. Oui, puis c'est leur droit le plus fondamental. Encore une fois, je pense que c'est... C'est un peu ça demander ou déclencher. Écoutez, moi, je m'attends que les gens se comportent raisonnablement. Maintenant, s'ils veulent contester, c'est leur droit le plus fondamental. C'est leur droit le plus fondamental. Je vais
savoir, qu'est-ce que vous pensez? M. Jeannin Barrette, la semaine dernière, a souligné le passé d'inéligibilité au municipal de M. Arsenault. Cette semaine, il a répondu à une question sur Lyon de M. Beauchemin, en soulignant qu'il achetait des actions de Lyon et tout. Qu'est-ce que vous pensez de son attitude? Est-ce que c'est correct? Wow! Là, comment... Il y a plusieurs qualificatifs qui me passent par la tête présentement. Je vais me garder. Faites-vous plaisir. Pour vous faire plaisir. Je pense que Simon a chassé le naturel, il revient au galop. Ça me fait toujours rire quand Simon se lève et il dit « Ah, la partie adverse avait des propos blessants à notre endroit. » Puis quand lui, il ne se prive jamais à donner une swing à la partie adverse. Alors, je pense que Simon, parfois, tombe un peu dans des zones un peu d'arrogance. Et je pense que ça ne sert pas son ministère ou son gouvernement. Why would you vote in favor of Bill 89 again? I think that it's important to see that we must have a balanced approach to respect the fundamental rights of the workers to go on strikes, but also to have the citizens to have the public services and to have access to such services. So I think that we have to have a balanced approach and to gain in efficiency. But again, respecting that being said, fundamental rights for the workers. But how exactly does this bill, in your view, how does it respect the rights of the workers? Because we're hearing from other parties, from unions, that it doesn't necessarily respect the rights. So I just want to verify. So they'll have the occasion, if they want to contest the law, the bill, they have the right to do it in front of the judicial court. That being said, again, and our colleague had the occasion to go article by article, but I think that at the end of the day, we have a balanced project. The Canadian Federation of Independent Businesses and the Retail Council of Canada are asking for an extension on businesses changing their signs under Bill 96, saying 11 months wasn't long enough. What's your response to that? So again, which aspect? The changing their signs to make sure that they comply with the updated language law. And they had a delay. And they had 11 months, and they say it's not long enough. What's your response to that? I think that it's the government to be listening and to see what could be done to help them to achieve the goals of the. But that being said, Bill 96, we voted against Bill 96. There's so many reasons why we voted against Bill 96. On that particular issue, I'm not familiar with. But again, it's the government to make sure that we will be able to protect French language, but not at the not without having any consideration of other fundamental rights. But on that specific aspect, I can get back to you. Bill 96 is already in place. Yes. If it were you, would you be giving an extension? Would you be giving leeway to businesses to actually put it in place? Would you give them more time? That's what we're trying to do. I'll need to get back to you on this specific issue. That being said, we voted against Bill 96 on a larger scope. We voted against Bill 96 because it's a bad piece of legislation, and it's not something which is very, very important for us liberals. It's not something that will achieve the protection of French language. But on that specific issue, let me get back to you. For people at home, why it's not sufficient for you, for Mr. Legault, to answer that the Commission Gallant is enough on the SAAQ? He doesn't have the government doesn't have to put the SAAQ under trusteeship. The Commission is studying the past, but as we speak, SACLIC is still in place. SACLIC doesn't work, and SACLIC costs millions and millions of dollars in pure waste. So we have to have a government responsible to make sure that, okay, what's happening as we speak in the SAC. And you saw that the SAC, which is running for money, was considering to pick within the funds for the victims, which was a very, very bad idea. We know that Geneviève Guilbeault was considering it. 12 hours afterwards, she said, okay, we're not going to do it. There's no one in charge at the SAC. The government is not sufficiently aware of what's going on. We are asking questions about, as we speak, how many millions are spent in pure waste for SACLIC. You know, there's the public commission. It's the past. We're talking about today and tomorrow. But I'm still unclear
As to what a trustee, putting the SAQ under trusteeship would actually change, because it appears that, you know, you don't necessarily trust people that the premier or the government has appointed. Yeah. So in what way would this be more of a trustworthy process? Because it will be a strong message and a tool for the Prime Minister, the Premier Legault, to send out a message, okay, enough is enough. Now I'm sending someone who will be providing me with all the information, what's going on actually as we speak at the SAC. And we are suggesting that by this approach to have all the answers and take over about the SAC. And just quickly on daycares, in what way is this grandfather clause not enough? How does this bill change things for families? How is it detrimental? We're putting an end to a regime for the development of places, period. We have something that works. We have a partnership that works that's been in place for decades. And what the government is saying is that we don't want to pursue that anymore. Clearly, we don't need anybody's help to continue to develop places in daycare when we are desperately in need of those spots. But it's not just, I mean, it's an economic measure. We all understand that the creation of daycare places means that parents go back to work, means that the economy runs, means that we have people that are paying taxes, means that we can give back to programs that are social, that are necessary. It's the, you know, the circle of life. But at the end of the day, it's not just within enterprise and business. It's going to hurt any future hospital development. It's going to hurt any future request from a university or CEGEP that says I'd like to have a partnership with a CPE. That means that they're going to be limited to accept only 50% of their employees. So the next time you've got a nurse or a doctor or a technician or an administrator who says, you know what, I don't have a space, I can't come to work, I'm coming from too far, that means it's Quebecers that are going to pay. We already know that we have a shortage of qualified staff within our hospital network. It's Quebecers that are going to pay. And it's the same thing in the university network. We're not going to have educated people that are going to be able to leave the universities because they don't have a place. And it's just transferring the problem somewhere else. That's really all it is. What the government needs to do is complete the network, create places. Putting an end to partnerships that help them achieve that goal is completely ridiculous. Mr. Tanguay, on the Mr. Boulet's bill, Quebec has the Canadian record for strikes these days. Do you think, like, people, you know, that were unable to bury their dead at cemetery, do you think this bill will be good for the average person who has suffered because of in the past? Again, I think that it's important to have a balanced approach, and I think that with that initiative, we will see for future efficiently resolution of any labor conflict. So that being said, I think that it's important to modernize our law, and I think that with a balanced approach, that's a part of the solution. Again, yeah. Merci beaucoup.